Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et je suis ravi, Monsieur Lenoir, qui est inspecteur général des affaires sociales, que certains d'entre vous connaissent beaucoup mieux que moi. Vous avez vu des fonctions d'importance, entre autres à la tête d'ARS. Vous intervenez finalement de façon amicale, s'est-on échangé, c'est-à-dire sans mandat particulier. Et l'idée est de nous éclairer, toute génération, sur d'où vient-on, d'où viennent nos conventions, d'où vient l'exercice qui est celui d'aujourd'hui, d'où vient cette singularité française de cette médecine à la fois libérale et hospitalière, libérale et salariée, afin que nous puissions enfin, ensemble, construire la suite et l'avenir. Merci infiniment de votre présence parmi nous. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Cher Franck de Vulder, donc, on a fait connaissance à cette occasion. Vous m'avez demandé un exercice qui est finalement pas facile. J'ai accepté assez spontanément. Mais en le préparant, je me suis rendu compte à quel point l'exercice était difficile. Alors, avant tout, je voulais vous dire le plaisir que j'ai à me retrouver à l'université d'été de la CSMF. Je crois que la dernière fois, c'était il y a 20 ans, à Ramatuelle, à l'invitation de mon ami Michel Chassan, à l'époque président de la CSMF. Et j'étais à l'époque directeur de la CNAM, pas de l'UNCAM, puisque l'UNCAM n'existait pas encore. Bon, j'ai été aussi directeur général d'ARS et dans le monde de la santé, maintenant, quand on commence un exposé, il faut commencer par faire une déclaration d'intérêt. Sur France Culture ou dans d'autres cercles, on dit d'où je parle. Alors, je l'ai précisé, mais je le redis, je ne parle pas en tant que, même mon titre est inspecteur général des affaires sociales, mais je ne parle pas en tant qu'inspecteur général des affaires sociales, c'est-à-dire que ce que je dis n'engage pas l'IGAS, l'inspection générale des affaires sociales. Je parle comme ancien directeur général de la CNAM, mais j'ai été aussi partie prenante des négociations conventionnelles auparavant. Michel s'en souvient, c'était du temps de son prédécesseur, Claude Mafioli, quand je dirigeais la caisse centrale de MSA. Et puis j'ai aussi le regard de mon passé mutualiste, puisque j'ai dirigé la mutualité française. Et puis ça a été dit, celui d'avoir créé une agence régionale de santé. J'y reviendrai un peu, je n'avais pas prévu d'en parler, mais comme il y a eu une question sur les ARS, j'ai envie de dire un peu pourquoi on a créé ces ARS et puis finalement pourquoi, d'une certaine façon, le résultat n'est pas au rendez-vous. Tout ça pour vous dire que le regard que je porte, c'est celui que il se trouve que j'ai un blog, mais qui n'est plus accessible en ce moment, où je me définis comme ingénieur des politiques publiques et observateur engagé des transitions et des évolutions sociétales, et j'ajouterai environnementales. Je parlerai assez peu d'environnement aujourd'hui. Pour ça que j'ai dit à Franck de Vulder, quand on a parlé de mon intervention, que mon propos, même si j'ai pu avoir avec certains d'entre vous des dialogues difficiles, toujours positifs mais difficiles il y a une vingtaine d'années, mon propos est vraiment amical, mais comme il est amical, il est aussi exigeant. J'ai ma liberté de parole et j'en ferai usage. Et croyez bien que ça n'est pas une critique, c'est juste pour partager avec vous un certain nombre de convictions qui sont fortes. Alors, je parlerai peu de l'actualité. Thomas Fatome, qui m'a précédé, en a parlé beaucoup mieux que ce que je pourrais faire. Je ne parlerai même pas du tout de l'actualité, et a fortiori, après le ministre, c'est délicat d'intervenir, après le ministre sur ce sujet, mais aussi parce que ça fait à peu près une dizaine d'années que je suis moins impliqué directement sur ces questions de négociation conventionnelle. Et donc, je vais plutôt me livrer à un exercice qui me plaît. Moi qui suis auditeur tous les samedis matins de l'émission de Jean-Noël Jeannet, Concordance des temps, c'est de voir les permanences de l'histoire. Parce que c'est mon point de vue et c'est un peu ce que m'a demandé Franck de Vulder. Je crois que c'est aussi l'intérêt d'avoir cet échange à l'occasion d'université d'été. Dans le mot université d'été, il y a université. On n'est déjà plus tout à fait en été, mais comme on est en été, je pense qu'on peut considérer que c'est un peu encore l'été. Mais il y a le mot université. Alors je n'ai pas un discours d'universitaire, mais j'essaye d'avoir ce regard historique.
Et je dis ça parce que, en général, on considère, les bouquins de droit considèrent que l'histoire des conventions médicales commence en 1945 avec la création de la sécurité sociale, voire en 1971, en 1945 bien sûr, en 1971 avec la première convention nationale. Mais en fait, la sécurité sociale a été créée en 1945, mais les idées fondatrices ne datent pas de 1945. L'ordonnance de 1945 a repris les assurances sociales qui existaient depuis les lois de 1928-1930, et la question des conventions médicales se posait avant les lois de 1928-1930, avec le développement depuis le Second Empire de la mutualité à partir donc de 1852. Et je le dis parce qu'on l'oublie souvent, les mutuelles, à l'époque, ont hésité, ont eu parfois des conflits déjà avec ce qui n'étaient pas encore des syndicats de médecins, mais avec les représentants des médecins, sur des conventionnements, parce qu'ils souhaitaient avoir des tarifs opposables pour pouvoir rembourser. Et donc, il y a une hésitation du côté de la mutualité, qui a laissé des traces d'ailleurs, entre le choix entre le conventionnement et l'internalisation de la médecine. Ce qui a donné, ce qui existe toujours, la médecine de caisse. Moi qui suis originaire du bassin minier, c'était la médecine des sociétés de secours mutuels, donc du régime minier. Ce qui a donné les centres de santé mutualistes, ça a été évoqué tout à l'heure, et ce qui a donné aussi les établissements hospitaliers mutualistes. Mais et on voit bien que cette idée conventionnelle date d'il y a longtemps, puisque dès 1895, il y a un accord entre l'USMF, l'ancêtre de la CSMF, et la Ligue de la mutualité, où la mutualité accepte le principe du libre choix et de la rémunération à l'acte. C'est quand même une évolution importante. Et on voit que ces sujets sont très présents depuis plus d'un siècle. Le sujet rebondit en 1893. Alors là, ce n'est pas la mutualité, c'est l'État, avec la mise en place de l'aide médicale gratuite, qui veut instituer un tiers payant. Et là aussi, il y a un conflit sur le libre choix du médecin et sur la rémunération à la visite. On parlait de la visite à l'époque, pas de l'acte. Auquel on voulait opposer une rémunération au forfait. Donc on voit que dès 1893, les sujets sont importants, et ça rebondit après la Première Guerre mondiale avec une opposition de ce qui ne s'appelait pas encore la CSMF, je l'ai dit tout à l'heure, au tiers payant que l'on voulait imposer pour les victimes de guerre, dont le principe était d'être soignés gratuitement. Tout ça pour vous dire que ces sujets qui sont au cœur des conventions médicales datent d'il y a longtemps. Et évidemment, au moment où on commence à discuter de la mise en place des assurances sociales, là aussi, après la Première Guerre mondiale, je rappelle qu'en fait, jusqu'à la Première Guerre mondiale, le principe de la sécurité sociale était assuré par une adhésion libre, qui était l'adhésion mutuelle, d'où mon propos. Et à partir de 1919, avec l'intégration de l'Alsace-Lorraine, la réintégration de l'Alsace-Lorraine, qui bénéficiait d'un régime d'assurance sociale qui avait été mis en place par Bismarck, il y a un débat qui commence dès 1921 pour mettre en place un régime obligatoire d'affiliation, de régime qui sera voté en 1928. Et ça a conduit à la première scission de l'USMF, enfin la scission de l'USMF entre les partisans des contrats collectifs, des conventions, et ceux qui souhaitent le maintien d'un rapport individuel. Et la réunification se fera en 1928 avec la création de la CSMF. C'est l'occasion de saluer la création de votre syndicat. Autour des 7 principes. Alors j'ai cru longtemps qu'il n'y en avait que 4, parce que quand j'enseignais ces sujets, je disais 4. Mais en fait, en relisant, il y a 7 principes de la médecine libérale qui sont affirmés en 1927 et qui fondera donc derrière à la fois la création de la CSMF et puis la modification de la loi de 1928. Le premier, c'est le libre choix.
le paiement, la rémunération par des honoraires, qui s'est traduit ensuite par le paiement à l'acte, mais à l'époque, on parle d'honoraires, le paiement direct, la liberté thérapeutique et de prescription. Aujourd'hui, on parle plus de liberté de prescription. Le secret professionnel, je n'ai pas commencé par celui-là, mais il est presque premier, mais il est plus ancien encore, puisqu'il date du Code pénal de Napoléon. Et puis, 2 points que j'avais oubliés, c'est le contrôle des malades par les caisses et des médecins par les syndicats, qui en fait sera transféré ultérieurement avec la création du Conseil de l'ordre sur l'ordre des médecins, donc vous savez, en 1941. Et puis, la représentation dans les négociations, c'est pour ça que c'est important de le dire, donc 1927, la représentation dans les négociations par les syndicats de médecins, donc la CSMF, qui se réunit juste après, et qui conduira à une modification de la loi de 1928, qui avait été combattue par ce qui n'était pas encore la CSMF, sur 3 points. La liberté de choix, qui était déjà prévue, mais qui est renforcée. La libre entente, avec la possibilité d'aller au-delà de la part contributive garantie par les caisses, ce qui est à l'origine, en quelque sorte, de la notion de dépassement d'honoraires. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas très favorable au dépassement d'honoraires. Donc, je ne fais que dire la façon dont les choses se sont développées. La suppression du tiers payant et le paiement direct et donc le remboursement, et puis la représentation syndicale dans les négociations. Alors, l'ordonnance, ça c'est peu connu, je le répète régulièrement. Il y a une mythologie. Je suis très attaché à la sécurité sociale. Je suis, comme beaucoup, un homme de la sécurité sociale, plus qu'un fonctionnaire. Mais la sécurité sociale n'est pas née en 1945. En 1945, on met en place, dans la foulée du plan du CNR, un système complet de sécurité sociale, mais en fait, il n'est pas complet en 1945. Donc on affiche cet objectif qui n'est pas encore totalement réalisé. Pour ce qui est de l'assurance maladie, il n'a été complètement réalisé qu'avec la PUBA récemment. Et avec le fait que toute l'assurance maladie, pendant longtemps, le régime des indépendants n'avait pas les mêmes remboursements que le régime général ou le régime agricole, qui lui s'était aligné depuis plus longtemps. Donc l'objectif d'universalité, en fait, et on voit bien qu'il n'est pas atteint dans d'autres domaines, n'était pas atteint. Et donc la deuxième partie de l'ordonnance de 1945, c'est d'intégrer dans ce nouveau régime de sécurité sociale les assurances sociales qui avaient été créées en 1930. Et c'est une incise. À ce moment-là, la partie sécurité sociale qui était gérée par la mutualité est transférée vers des caisses primaires, qui ont d'ailleurs longtemps gardé le statut de mutuelle, c'est peu connu, et la mutualité a gardé la partie complémentaire, j'y reviendrai. Alors, je rappelle ça parce que en 1945, la même ordonnance, ou celle d'après, j'ai un petit doute, met en place un système de convention départementale. Et ce système de convention va conduire, l'histoire se répète, c'est la concordance des temps chère à Jean-Noël Jeannet, va conduire, c'est les conventions, pas le fait qu'elles soient départementales, va conduire à une première division de la CSMF qui sera actée en 1960 entre les partisans de la négociation et les partisans de la liberté tarifaire qui créeront l'USMF en 1960, qui deviendra ensuite la FMF, qui est aujourd'hui un partenaire conventionnel, comme quoi finalement tout le monde peut changer d'avis. Et dans les années 60, et notamment en 66, se met en place le premier encadrement national avec des dispositions minimales, et notamment une convention type avec la possibilité d'adhérer individuellement à la convention type. C'est-à-dire qu'il y a le mécanisme des conventions départementales qui continue, avec plus ou moins de succès, ça dépend des départements, et des conventions type nationales. Je ne vais pas être beaucoup plus long sur ce sujet, mais c'est à partir de ça, et d'ailleurs,
sur la demande du président de la SSMF de l'époque, qu'en 1971, la loi prévoit la mise en place d'une convention nationale. L'idée, c'était d'éviter un certain nombre de remises en cause qui pouvaient se mettre en place dans le cadre des conventions départementales. Et d'ailleurs, les principes de la médecine libérale sont affichés dans la loi à ce moment-là. C'est la contrepartie de l'acceptation des conventions nationales. Donc la première convention nationale date de quelques mois après, du 28 octobre 1971. Et alors, le décompte, je me suis aperçu, est assez difficile. On sait que les 5 premières, c'est 71, ensuite 76, ensuite 80, ensuite 85, ensuite 90. À partir de la 6e, donc 90, c'est la 5e, les décomptes varient en fonction des auteurs, donc une en 93, une 7e en 97, une 7e bis entre 98 et 2005, c'est celle sur lesquelles on s'est rencontrés. Il y a même eu un règlement conventionnel minimal alors je vais peut-être révéler un secret, mais maintenant la prescription que nous avions négociée de façon informelle avec Michel à l'époque. Et puis ensuite la convention de 2005 qui fait suite à la loi de 2004 dont je vais beaucoup parler parce qu'elle a été importante dans cette histoire. La 9e en 2011 et l'actuelle, celle de 2016, qui a été prolongée. Et donc, vous avez parlé tout à l'heure, je pense avec Thomas Fatome, je suis arrivé un peu après son exposé, donc, mais je suppose que vous avez parlé de ça, et en tout cas le ministre en a parlé. C'est celle qui est en cours de préparation, et je ne vais évidemment pas rentrer dans les débats sur la future convention, et assez peu d'ailleurs sur les quelques précédentes. Alors, si on reprend non pas, je ne vais pas reprendre maintenant l'historique des conventions, les reprendre une par une en disant on a fait ci, cela. Je pense que ça serait assez fastidieux. J'ai essayé de voir comment avait évolué le champ conventionnel et comment il s'était adapté petit à petit et élargi en fait à un certain nombre de nouveaux domaines. Le premier champ conventionnel, et ça vous le savez, et d'une certaine façon c'est ce qu'on voit le plus, c'est la rémunération de l'activité médicale. Puisque c'est basé sur la notion de remboursement de frais, et donc il y a la base des remboursements. Alors, ce remboursement se fait sur la base du paiement à l'acte. Alors, historiquement, c'est la NGAP, la nomenclature générale des actes professionnels de 72, qui a été remplacée en partie, et en partie seulement, vous le savez, vous en avez parlé tout à l'heure, en 2005, par la CCAM pour les actes techniques, la classification commune des actes médicaux. Alors, j'ai dit que j'ai essayé d'avoir un point de vue un peu historique, historien, non pas de Sirius, mais je ne peux pas empêcher de parler de la période où j'étais aux affaires, et ce sujet-là, j'ai eu à le traiter. Je dis ça parce que il y a un sujet qui, je crois, a disparu des discussions qu'on avait pu avoir à l'époque. Dans mon esprit, je pense que tu t'en souviens, Michel, dans mon esprit, la négociation sur les tarifs de la CCAM devait être une négociation qui devait s'ajuster régulièrement. Et ce n'est pas sans lien avec ce qui a été dit tout à l'heure sur la biologie. Parce qu'en fait, on a essayé de faire une CCAM sur les actes techniques de la façon la plus objective possible en fonction des coûts. Alors, il pouvait y avoir des débats dans les discussions qu'on a pu avoir, il y en avait, mais en tout cas, c'était l'hypothèse, et je crois que ça a été fait de façon assez honnête. Et moi, ce que je voulais, à l'époque, c'était introduire, comme ça se passe dans les entreprises, une négociation annuelle pour tenir compte du fait qu'un certain nombre d'actes pouvaient voir les coûts baisser. Ça s'appelle la productivité, et c'est bien qu'il y ait de la productivité. Mais il y a aussi un certain nombre d'activités sur lesquelles on fait peu de productivité, voire on n'en fait pas, voire les coûts augmentent parce que les techniques évoluent et que les techniques sont plus chères. Et donc d'avoir cette possibilité d'ajuster annuellement, ce qui, à ma connaissance, a été, hélas, abandonné. Et puis, l'autre point, et vous en avez parlé tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas réussi, et j'ai vu que le sujet était toujours à l'ordre du jour, à appliquer le même raisonnement sur les actes cliniques. Si bien que les actes cliniques relèvent toujours aujourd'hui
de la NGAP, avec principalement la consultation, la C, la CS, la CNPSI, et avec la difficulté de différencier et de mesurer aussi. Mais il faudrait pouvoir mesurer en différenciant, de mesurer le temps et l'énergie médicale qui est consacrée à ces différentes consultations. Je vois, je ne dis pas que je le regrette, c'est un exercice difficile, mais je pense que c'est, j'y reviendrai, je pense que à l'époque, il y avait beaucoup de débats sur la rémunération forfaitaire, j'y reviendrai, mais je pense qu'il y a aussi une idée, mais il faut être clair, si on différencie les activités cliniques, c'est ce qui est le plus difficile à contrôler, et donc c'est ça la question qui va se poser. J'ai vu que vous aviez posé la question au ministre. Alors, cette négociation sur les actes introduit un tarif opposable et non pas un tarif de responsabilité. C'est le cas dès la Convention de 71, alors uniquement évidemment pour ceux qui sont dans la Convention. La Convention couvre tout le monde, sauf ceux qui choisissent par dégagement de ne pas être sous la Convention, donc qui eux se voient appliquer un tarif de responsabilité qui est particulièrement faible, mais ça vous le savez, ou ceux qui sont déconventionnés, ce qui n'arrive pas très souvent quand même. Et ce tarif définit une base de remboursement. Et il y a eu un certain nombre d'évolutions sur cette base de remboursement. Pourquoi base de remboursement? Parce que le tarif opposable ne s'applique pas, enfin la base de remboursement, pardon, ne s'applique pas à la totalité du tarif opposable. Vous le savez, il y a le fameux ticket modérateur, et le ticket modérateur qui est passé de 20% au début en 1945 à 30% en 1977. Après, on a abandonné l'idée, qui n'était pas très bonne d'ailleurs, de moduler le ticket modérateur pour faire des économies du côté de l'assurance maladie, sauf pour les accidents du travail et maladies professionnelles, et bien sûr pour les prises en charge à 100%. Mais vous voyez bien que, vous le savez aussi, qu'à travers ce ticket modérateur, il y a une prise en charge qui est quasiment maintenant systématique par les complémentaires. Et puis, ce ticket modérateur lui-même a fait l'objet d'une modification, pas par voie conventionnelle, mais par voie législative, en 2004, justement, avec un ticket modérateur de 70% hors parcours de soins. J'ajoute à ça la franchise de 1 euro qui avait été introduite à la même époque, dont je dois dire que je n'étais pas personnellement extrêmement favorable. Bien sûr, bon, cette évolution, ces négociations conventionnelles ont conduit à des évolutions régulières des tarifs, je ne vais pas y revenir, et ça a été, et ça reste un des principaux objets de la négociation. J'ai vu en faisant que la C, qui est l'acte symbolique, était passé à 100 francs dans les années 80, et je m'en souviens puisque c'est du temps où j'étais aux affaires qu'elle est passée à 20 euros en 2002, quand effectivement, après l'engagement qu'avait pris Jean-François Mattei pendant la campagne électorale, nous avons négocié le passage à 20 euros. Alors, cette rémunération, je ne saurais l'oublier, a aussi d'autres... la prise en charge de l'activité médicale ne passe pas que par la rémunération de l'acte. Il y a aussi la prise en charge des cotisations, alors d'assurance maladie, d'assurance vieillesse, dès les années 60, et qui est reprise en 71, la création de l'ASV, les allocations familiales à partir de 1990, en 85, je crois, l'assurance maternité. Et d'ailleurs, la loi du 13 août 2004 prévoit que la négociation portait sur les conditions de prise en charge de l'assurance maladie par l'assurance maladie, prise en charge des cotisations par l'assurance maladie. C'est d'ailleurs ce qui est le cas aujourd'hui, si je me souviens bien, avec la distinction entre l'assiette de cotisation et l'assiette de participation. Autre avantage aussi lié à la Convention, c'est la contribution que fait l'assurance maladie au financement de la formation, qui est financée en partie par l'assurance maladie, en partie, comme vous le savez, par une taxe sur les produits de santé. Et puis,
j'ai dit tarif opposable, sauf que il y a une partie des tarifs qui ne sont pas opposables, c'est les dépassements d'honoraires. Alors, à l'origine, là aussi, c'est important de revenir sur l'histoire. En 1945, c'était une décision individuelle basée sur la notoriété. En 1960, on substitue à ça un droit permanent à dépassement et qui est fixé par des commissions paritaires départementales et qui sera repris en 1971. Et 1980, grande réforme, c'est la création du secteur 2 avec possibilité de dépassement d'honoraires mais sans prise en charge des assurances sociales. Il faut être clair, il y avait deux raisons. Il y avait une raison politique, c'est que c'était le moment où on a intégré les médecins de la FMF, mais il y avait aussi une raison financière, c'était que, et c'était déjà le cas, les problèmes d'équilibre de l'assurance maladie faisaient qu'il était difficile d'augmenter les tarifs, et donc on a ouvert d'une certaine façon cette soupape pour pouvoir permettre à certains, pas à tous, de bénéficier de ces dépassements d'honoraires, mais qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie, et en contrepartie, l'extinction du droit à dépassement. Alors, ces possibilités de dépassement ont été renforcées en 2004, notamment hors parcours de soins, et puis on fait l'objet, j'y reviendrai peu, mais c'est un point important, parce que ça a été une évolution importante de la convention médicale, avec le CAS qui est devenu en 2012, devenu ensuite en 2016 l'OPTAM, d'une régulation en quelque sorte, qui a permis, alors certains disent c'est le verre à moitié plein, une diminution du montant moyen des dépassements et du nombre de médecins qui dépassent, mais qui a augmenté aussi le volume global des dépassements. Je ne reviendrai pas sur ce sujet. Je pense que ce sujet est important et je voudrais faire état de deux considérations sur la prise en charge des dépassements. Évidemment, et c'est le cas notamment de l'OPTAM, ces dépassements sont en général pris en charge par les complémentaires, avec deux problèmes. Le premier, c'est que ça limite, Olivier Véran n'est plus ministre de la Santé, mais ça limite l'intérêt du projet qu'il avait annoncé du 100% santé, parce que de toute façon, le 100% santé ne peut pas se faire sur cette base-là, comme d'ailleurs il ne s'est pas fait, le 100% santé en optique et en dentaire, c'est fait avec les complémentaires. Et puis, pour être clair, et c'est un de mes regrets, il aurait été, en tout cas c'était les idées que je m'en faisais à l'époque quand on a créé l'UNOCAM, c'était l'idée que les complémentaires pourraient participer, qu'il y aurait des négociations tripartites. Et en fait, il n'y en a jamais vraiment eu. Alors, est-ce de la responsabilité des pouvoirs publics de la CNAM, des syndicats de médecins qui n'y étaient évidemment pas favorables ni les uns ni les autres, ou de la responsabilité de l'UNOCAM qui probablement n'avait pas les moyens de coordonner des organismes qui sont en concurrence entre eux? C'est la différence avec l'assurance maladie obligatoire, où même s'il peut y avoir plusieurs régimes, maintenant en fait il n'y en a plus qu'un, mais il n'y a pas de concurrence. En tout cas, pour ce qui est de l'UNOCAM, il est clair que le 100% santé pour l'optique et le dentaire n'a pas été fait. Je le regrette, parce que j'aurais aimé le faire à l'époque, n'a pas été fait par les complémentaires, mais a été fait par une initiative de l'État à laquelle les complémentaires ont fini par adhérer, enfin de l'État et de la CNAM, à laquelle les complémentaires ont fini par adhérer. Et je voudrais terminer sur cette rapide histoire des négociations tarifaires, sur les tentatives d'abord avortées, puis, à mon avis, limitées, de paiement forfaitaire. Vous l'avez compris, je ne suis pas un opposant du paiement à l'acte, mais je ne suis pas non plus un opposant du paiement forfaitaire. D'ailleurs, ce sujet, c'était d'ailleurs une des raisons des conventions nationales de 71, avait été évoqué dans les années 60 dans le 4e plan, de passer à une rémunération forfaitaire. Donc là aussi, l'idée vient de loin. Alors, vous connaissez tous l'histoire qui s'est mal terminée. Enfin, c'était pas la volonté de la CSMF, c'était
la volonté d'un syndicat qui n'est pas le vôtre, de MG France, l'histoire de l'option conventionnelle qui avait été introduite par l'avenant numéro 1 à la Convention de 97, qui est celui du médecin référent, au passage qui réintroduisait le principe d'une adhésion individuelle. C'est bien le sens d'une option conventionnelle, c'est-à-dire qu'il fallait une adhésion individuelle. Ce n'est pas forcément à exclure, parce que j'y reviendrai, les conventions médicales, de façon générale, s'appliquent à tous les médecins, sauf ceux qui se mettent en dehors de la convention médicale. Là, il y avait un principe d'adhésion individuelle et qui a été supprimé. L'option médecin référent a été supprimée en 2005 avec la mise en place du médecin traitant, ça c'est dans la loi de 2004, et avec la convention de 2005 qui a suivi. Mais l'idée de rémunération forfaitaire n'a pas disparu. Alors je ne vais peut-être pas être complet parce que je n'ai pas participé à toute l'histoire, mais vous connaissez les rémunérations sur objectifs de santé publique, introduit par la loi de 2011 et repris dans la loi de 2016, qui reprenait une terminologie dont j'ai un peu oublié le nom, qui était les CAPI, et puis en 2018, les forfaits patientèles pour les médecins traitants, cofinancés d'ailleurs par l'AMO et l'AMC. Voilà, c'est un rapide historique de la partie rémunération des actes sur le plan conventionnel. Il y aurait eu beaucoup d'autres choses à dire, vous me permettrez de ne pas en dire davantage, parce que je voulais passer à un autre aspect des conventions médicales, qui évidemment est lié à cette évolution de rémunération, mais qui va au-delà, qui est la maîtrise des dépenses. Les conventions médicales ont été utilisées, là aussi l'idée n'est pas récente, pour maîtriser les dépenses de santé. Alors bien sûr, les dépenses de rémunération médicale, puisque c'est l'objet principal des conventions médicales, mais aussi, et ça tient à votre statut particulier dans le système de santé, c'est que la dépense que vous générez pour l'assurance maladie, c'est à la fois la rémunération des actes, des honoraires que vous percevez, la partie remboursée en tout cas des actes que vous percevez, mais c'est aussi, et c'est parfois beaucoup plus important en termes de dépenses, les prescriptions. Et de ce point de vue-là, le médecin est un ordonnateur de dépenses publiques. Or, je ne veux pas pour autant le titre de transformer en fonctionnaire. Je ne suis pas favorable, mais vous l'avez compris, mais je le redirai, je ne suis pas favorable à une nationalisation de la médecine. Je reviendrai sur cette question à la fin, parce que je pense que le ministre vous a dit passer un certain nombre de messages sur lesquels je suis assez d'accord. La question de la maîtrise, non pas uniquement des honoraires, des dépenses, des remboursements d'honoraires, mais de la prescription, c'est ce qui a animé toute la dimension maîtrise de la dépense des conventions médicales. Et là aussi, ça remonte à assez loin. J'avoue que je l'avais oublié, mais la première tentative, c'est dans le cadre du plan Barrot. Ça va vous rappeler des souvenirs, mais surtout on voit comment ça a un retour aujourd'hui. En 80, donc la convention de 80, je vois que certains étaient déjà là, bon, en 80, voilà. Avec l'idée d'une enveloppe globale et l'idée sous-jacente qui a été reprise ensuite, alors ça n'était pas dit comme ça, mais en fait ça a conduit à cela, que la dépense de santé ne devait pas progresser plus rapidement que le produit, à l'époque on parlait de produit national brut, maintenant on parle de PIB. 80. Alors pourquoi ? Enfin, je crois que c'est important, je reviendrai après sur la notion d'intérêt général, c'est important d'avoir en tête que derrière les remboursements de l'assurance maladie, il y a des prélèvements, qu'on appelle des prélèvements obligatoires, que ce soit des impôts marginaux, des cotisations, c'est le plus important, de la CSG qui est un peu entre les deux. De toute façon, c'est des prélèvements sur nos concitoyens. Et les gouvernements successifs, je dirais de droite et de gauche, avec un zèle plus ou moins important, ont toujours essayé, depuis à peu près ces années-là, de dire il faut limiter la part des prélèvements obligatoires, enfin en tout cas la plafonner au sein du produit intérieur brut. Je rappelle qu'en 80,
on devait être, c'est le moment où M. Giscard d'Estaing disait quand on aura dépassé 35 ou 40% de prélèvements obligatoires, on sera passé dans un régime socialiste. C'est passé au-dessus pendant qu'il était président de la République. Donc, je rappelle cette histoire parce qu'elle est toujours présente, sauf que le taux de prélèvement obligatoire aujourd'hui est supérieur à 50%. Et cette histoire de maîtrise de la dépense, alors celle initiée par le plan Barrot, c'est ce que vous avez appelé à l'époque la maîtrise comptable. Et ça explique l'histoire agitée, conventionnelle agitée entre 1993 et 2005, et surtout à partir de 1997. Alors, je ne vais pas revenir, certains la connaissent, et puis c'est tellement compliqué que j'ai du mal à le résumer, sur les différentes étapes entre les mécanismes mis en place par Claude Évin en 1989, avec des mécanismes d'ajustement sur la base d'objectifs quantifiés nationaux, et surtout le mécanisme introduit par les ordonnances Juppé, qui mettait en place, en quelque sorte, des accords volume-prix, c'est-à-dire en fait un acte flottant, qui n'était pas antilibéral, hein, parce que c'était ce que faisaient nos voisins allemands depuis un certain nombre d'années, et ça avait permis de ralentir ou d'atténuer la croissance des dépenses de santé. De toute façon, ça a fini par une annulation par le Conseil constitutionnel, considérant que c'était assimilé à une sanction et qu'on ne pouvait pas faire des sanctions collectives. Et donc, ça s'est terminé comme ça. Et globalement, ça a été globalement abandonné, en tout cas pour la médecine libérale, en 2004, avec la fameuse loi du 13 août 2004, parce qu'avant, il y avait des débats entre maîtrise comptable et maîtrise médicalisée, pour la médecine libérale. Je le dis parce que, le gouvernement de l'époque a souhaité changer le directeur de l'ACNAM après cette loi, mais il se trouve, et certains d'entre vous s'en souviennent, que je m'honore d'avoir largement inspiré un certain nombre de dispositions de cette loi du 13 août 2004. Par exemple, le compte chargé produit que j'avais initié en faisant un rapport d'exécution de l'ONDAM, mais aussi les premiers accords de maîtrise médicalisée, par exemple, j'y reviendrai, sur les arrêts de travail. Je dis pour la médecine libérale parce que, permettez-moi de vous dire, je pense que si Thomas Fatome était là, il dirait le contraire, mais que ça n'a pas été abandonné pour la médecine hospitalière. Parce qu'en fait, ce que vous avez appelé à l'époque maîtrise comptable, c'est ce qu'on pourrait appeler maîtrise budgétaire. C'est-à-dire, et pour l'hôpital, ce qu'on ne peut pas faire pour la médecine de ville, on peut le faire pour l'hôpital. Parce que les budgets hospitaliers, justement, sont fixés par les ARS, donc par l'État, en concertation avec l'assurance maladie, avec des taux de progression. Donc on a une vraie maîtrise budgétaire. Et permettez-moi de vous dire que le fait qu'à partir de 2008, je crois, on a un taux de croissance de l'ONDAM en valeur à 2,3% sur 10 ans, ce qui est considérable. Moi, en 2003, je pensais qu'il fallait ramener en 2003-2004, je pensais qu'il fallait ramener le taux de croissance de l'ONDAM à un niveau qui était de l'ordre de 8-9%, hein, à un niveau de l'ordre de 4%, c'est-à-dire supérieur à la croissance du PIB, ce qui veut dire que globalement, de temps en temps, il faut augmenter la part des prélèvements obligatoires qui sont affectés à l'assurance maladie. Le taux de 2,3%, c'est un taux qui est inférieur, parce que c'est un taux en valeur, qui est inférieur en fait au taux de croissance sur la longue période, et ça explique en grande partie la crise hospitalière, la rémunération des infirmières qui a dégringolé, enfin c'est une pente douce, donc après on peut mettre un ascenseur, mais quand on a fait une longue pente douce, la rémunération, alors plus tardivement des médecins hospitaliers, et d'une certaine façon on peut trouver là l'origine économique de la crise des urgences et d'un certain nombre de sujets à l'hôpital.
Mais je ne suis pas là pour parler de l'hôpital. J'en profite pour le dire parce que j'ai vu que tout à l'heure, il y avait des discussions sur le taux de l'ONDAM de l'année prochaine. Je ne sais pas ce qu'il sera. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Je sais juste ce qui a été dit dans la presse. Mais c'est en tout cas un sujet extrêmement important pour vous, comme d'ailleurs pour l'ensemble, puisque l'ONDAM, c'est sur l'ensemble. Alors, à partir de 2004, on avait commencé avant, on met en place, on fait vraiment le choix pour la médecine libérale, disais-je, de la maîtrise médicalisée. Alors, ça avait commencé avant, dès la Convention de 85, on a introduit la notion, c'est une notion qui m'est chère, de bon usage des soins. En cas de la Convention de 90, met en place des références nationales d'évolution des dépenses, mais sur la base d'objectifs médicalisés de bon usage des soins. Donc on voit que cette notion de bon usage des soins fonctionne, enfin, et devient importante. Et ça a relativement bien marché, je vais y revenir un peu. Je pense pour les sujets dont j'ai eu à connaître, sur la visite médicale. J'en profite pour le dire parce que c'est peu connu. Michel, je pense que tu t'en souviens. On avait en contrepartie non seulement des 20 €, mais aussi de la revalorisation de la visite médicale qui avait dégringolé. On avait négocié un accord de bon usage de la visite médicale que même la Cour des comptes a considéré comme ayant bien fonctionné. Ça a relativement bien fonctionné aussi, je l'ai dit tout à l'heure, pour les arrêts de travail, en essayant, alors on avait moins de références, mais en essayant de mieux contrôler. Alors, il y avait aussi un plan de contrôle sur les arrêts de travail, mais c'était aussi lié à des engagements de bon usage des soins. Il faut dire qu'à l'époque, les arrêts de travail, c'est revenu depuis après, étaient en train d'exploser aussi. Et ça m'amène au troisième aspect de l'évolution de ces conventions médicales. Je vais pointer les sujets parce que vous les connaissez et d'une certaine façon vous les connaissez mieux que moi, mais ce qui est frappant quand on regarde les choses avec la profondeur historique, c'est qu'elles se sont de plus en plus intéressées à l'exercice professionnel. Donc j'ai dit d'abord la rémunération des actes, ensuite la régulation de la dépense, mais en faisant cela, de plus en plus, les conventions médicales sont rentrés dans l'exercice professionnel, alors que normalement, ce n'est pas de la compétence des partenaires conventionnels, c'est de la compétence principalement, il y avait un président de conseil régional de l'ordre, c'est principalement la compétence de l'ordre, l'exercice professionnel. Mais l'article 162.5 du Code de la sécurité sociale, qui définit l'objet des conventions médicales, est passé de 3 rubriques en 90, 3 items, je ne sais plus quel était, mais il y avait notamment les tarifs, bien sûr, à 24 aujourd'hui, et dans lequel il y a, j'en ai pris que 4, la formation, l'évaluation des pratiques, les actions expérimentales et innovantes, la coordination des soins, j'en passe, et des meilleurs. Et le fait qu'il y a un événement important, là aussi, en 2004, qui montre bien qu'on fait vraiment le choix de cette maîtrise médicalisée, c'est le développement d'une approche médico-économique avec la création de la Haute Autorité de Santé. Je dois dire que je pense qu'il y a encore des progrès à faire sur l'aspect médico-économique. Je ne critique pas l'aspect médical, l'aspect médico-économique. Ça aussi, il y a une histoire, alors je vais la résumer par quelques sigles. En 1993, la mise en place des références médicales opposables qu'on a un peu perdu de vue, enfin qu'on a oublié pour tout dire. Les accords de bon usage des soins dont j'ai déjà parlé. Mais ensuite, le médecin traitant et la coordination des soins, c'est aussi les modalités d'exercice. Le développement à partir de 2016 des actions de prévention et de dépistage. La mise en place, alors avec la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire, je sais qu'elle n'est pas toujours appréciée, du DPC, de l'obligation, et qui est intégrée aussi dans les conventions médicales. Et je voudrais faire un tout petit diverticule sur un sujet qui m'a tenu à cœur et qui me tient toujours à cœur, qui est l'informatisation. Et ça m'a fait plaisir d'entendre tout à l'heure le ministre en parler. L'informatisation, elle a démarré avec un acte important qui a été la création de la carte vitale, donc derrière Sésame Vital, et avec la contrepartie de votre côté, qui est la carte professionnelle de santé.
Alors, la carte vitale est un peu devenue le symbole de l'assurance maladie. Même la CGT qui était contre à l'époque, parce que ça allait diminuer des emplois dans les caisses, qui a d'ailleurs été le cas. Maintenant, je leur ai dit, parce que j'ai aussi des amis à la CGT comme à la CSMF, on l'utilise régulièrement comme pour le symbole de la défense de l'assurance maladie, mais la CPS aussi, c'est un acte important et qui manifeste cette informatisation. Alors ça, c'est pas fait si facilement ça. Alors tout ça s'est fait dans la suite du plan Juppé, ça vous le savez. Et moi, un de mes regrets, c'est qu'on n'a pas réussi, et à mon avis pas encore, malgré le travail qu'a fait Nicolas Revel, à faire la traduction qui va au-delà d'ailleurs de la convention médicale, qui est le dossier médical personnel, et que moi j'ai toujours aussi considéré comme devant être le dossier médical partagé, qui a été introduite, mais dans des conditions, pour le coup, avec lesquelles je n'étais pas d'accord dans la loi d'août 2004, parce que le dossier médical de DMP, je ne sais plus comment il s'appelait, je crois qu'il s'appelait dossier médical personnel dans la loi de 2004, était affiché comme un objectif d'économie. À tel point d'ailleurs que il devait être mis en place en 2007 et que si les gens qui n'adhéraient pas au DMP en 2007 auraient des baisses de remboursement. Bon, en 2007, il n'était toujours pas en place, donc la question ne s'est pas posée. Moi, je regrette, je l'avais dit au ministre de l'époque, M. Douste-Blazy, parce qu'en fait, pour moi, le DMP, ce n'est pas un objectif d'économie. Bien sûr que si on fait de la meilleure médecine, ça fait probablement des économies, pas toujours. Ça peut en faire d'un côté, c'est vrai qu'il y a des actes inutiles qu'on ne fait pas, etc. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des actes utiles qu'on ferait davantage. Donc, je ne sais pas quelle est la résultante en termes d'économie, mais pour moi, le DMP, c'était vraiment un sujet de meilleure médecine. Et je regrette que, malgré l'initiative qu'a pu prendre Nicolas Revel avant, quand il était directeur de la CNAM, aujourd'hui, il ne soit pas vraiment encore généralisé. Et puis, je crois qu'il y a encore, et je pense que c'est un sujet à développer dans les conventions médicales, cette question de l'informatisation, du passage à la société numérique. C'est un sujet que, à mon avis, il faudra renforcer dans les conventions médicales futures, y compris l'alimentation du système d'information de l'assurance maladie, du système d'information de santé, qui est aussi un moyen important, pas seulement de maîtriser la dépense, mais de savoir davantage comment on gère notre système de santé. Et puis, en écoutant tout à l'heure, j'ai rajouté quelque chose qui est effectivement une question qu'on s'était posée au début des années 2000, et j'ai été content de voir qu'elle commençait à prendre une consistance, c'est qu'il y a un vrai problème d'organisation administrative, et le fait, le ministre en a parlé tout à l'heure, je crois, des assistants médicaux qui permettent de dégager du temps médical, donc de vous décharger du temps administratif. Et évidemment, tout ça génère du temps administratif. Ça me paraît une bonne chose. Je voudrais faire une petite incise. Moi, j'ai un regret. J'ai, comme vous tous, vu le succès de Doctolib. Je regrette, d'une certaine façon, que, bon, maintenant c'est fait, et que ce soit une initiative privée qui a eu un grand succès, qui a fait, que les partenaires conventionnels n'aient pas réussi à mettre en place un système de même nature, parce que, on peut le constater, le fait de respecter mieux les rendez-vous, d'avoir une meilleure prise de rendez-vous pour les patients, c'est une amélioration de l'organisation administrative et c'est une amélioration du succès, du fonctionnement, pardon. Et puis je vais terminer par une quatrième dimension, alors un peu prospective, des conventions médicales. Et ça concerne, et là aussi j'ai été content d'entendre le ministre en parler, l'accès aux soins. Parce que les conventions médicales ont de plus en plus cherché, avec à mon avis, en n'allant pas assez loin, à chercher à améliorer l'accès aux soins, alors financièrement, dans le temps, c'est le problème de la permanence des soins, et dans l'espace, c'est la question des déserts médicaux. Alors financièrement, on revient sur l'avance de frais, qui est objectivement un obstacle à l'accès aux soins, et qui explique aussi une partie des recours non justifiés aux urgences. J'ai pu le constater, et j'étais d'accord avec
le président du RML du Nord-Pas-de-Calais sur ce sujet, quand je dirigeais l'ARS du Nord-Pas-de-Calais. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus, mais bon, là, vous savez que ce tiers paiement, est obligatoire en AT-MP. Il a été mis en place en 1997 pour les médecins référents. Il a été aussi étendu pour la CMUC. En 2005, on revient à des accords locaux spécifiques. En 2011, si mes souvenirs sont bons, c'est à l'appréciation du médecin. Moi, j'ai vu la forte opposition à la loi Touraine sur ce sujet, enfin, votre forte opposition à la loi Touraine sur le sujet. Et je dois dire que je n'ai pas compris. Alors, je pense que le tiers payant ne mérite ni tant d'honneur, je crois que je l'avais dit aussi à Marisol Touraine, ni tant d'indignité. Alors, je ne suis pas pour qu'on le rende obligatoire, mais il me semble que depuis 1998, avec le système Sésame Vital, le sujet a perdu de sa connotation idéologique et que c'est une commodité pour tout le monde, pour le patient, mais aussi pour le médecin. Et j'ai du mal à comprendre, je n'ai pas d'explication, pourquoi on n'arrive pas et pourquoi on n'arrive pas à le mettre en place. Et là aussi, je fais référence à l'expérience que j'avais conduite avec le président du RML Nord-Pas-de-Calais. Finalement, on n'a pas réussi à le faire. Après, il y a la question, faut quand même parler des sujets qui fâchent. Il y a la question de l'accès aux soins dans l'espace. Alors, je voudrais revenir sur des déserts médicaux. Alors, je voudrais revenir sur rétablir une vérité personnelle. C'est que je crois être, contrairement à ce que dit le président du Conseil de l'Ordre dans son bouquin, un des premiers à dénoncer l'existence de déserts médicaux. Peut-être, Michel, tu t'en souviens. C'était à la fin des années 90, j'étais directeur général de la Caisse centrale de la MSA, et j'avais dit dans le quotidien du médecin, il y a des déserts médicaux. Et je vais vous raconter, il y a prescription maintenant. Ça a été suivi d'un coup de fil du directeur de la sécurité sociale de l'époque qui m'a engueulé en me disant « Mais Daniel, tu sais très bien qu'il y a trop de médecins et qu'est-ce que tu vas raconter qu'il y a des déserts médicaux ?» Et en fait, à l'époque, effectivement, il y avait des zones de surdensité médicale, je pense qu'il en existe encore un peu, qui généraient de la dépense. Mais il y avait aussi, de plus en plus, des zones de sous-densité médicale. Et de plus en plus. Et maintenant, les zones de sous-densité médicale, qui en 2002 ont été les premières à initier le conflit, Luc Duquesnel, qui était là tout à l'heure, doit s'en souvenir, qui a conduit à la négociation sur les 20 €, mais au départ, le conflit a démarré sur les zones de sous-densité médicale qui étaient dans l'Ouest. C'était surtout en Mayenne, dans l'Orne et dans la Manche. Il y avait peut-être aussi déjà les Ardennes, mais il y avait peut-être moins de médecins qui étaient devant mon bureau à la CNAM. Moi, je regrette qu'à l'époque, on n'ait pas eu, moi je ne suis pas contre la liberté d'installation, mais qu'on n'ait pas trouvé une solution conventionnelle. Bien sûr, la question n'est pas que conventionnelle, elle est d'abord démographique, et c'est le résultat d'un numerus clausus que personnellement je trouve la plus mauvaise méthode pour réguler l'offre de médecins, parce que compte tenu de ses effets retards. Il y a aussi la capacité d'accueil. Je pense que le développement des maisons de santé est une bonne chose, mais c'est encore insuffisant. Il y a aussi la question des délégations de tâches qui ont été abordées tout à l'heure. Mais c'est vrai que ça se heurtait à la liberté d'installation, ce qui fait qu'on a mis en place que des incitations positives qui coûtent cher. Et je sais que le ministre a dit que ça pouvait marcher, mais pour l'instant, on n'en a pas bien vu l'efficacité. Je crois pour ma part qu'il faudrait aussi avoir des incitations négatives qui ne remettent pas forcément en cause la liberté d'installation,
mais qui évite de conventionner dans les situations, il y en a encore, où il y a surdensité. Alors je sais, pour en avoir parlé avec votre président, que l'exemple des infirmiers et des kinés ne vous convainc pas, mais j'attire votre attention sur le fait, et je pense que c'était aussi le sens de ce qu'a dit le ministre, que ce sujet-là est devenu trop important pour qu'il n'y ait pas une réponse qui soit apportée par votre syndicat dans la négociation conventionnelle. Puis dernier point dans le temps, là aussi je voudrais revenir sur l'épisode de 2002. Je vois que, je pense que, oui c'est ça, il faut que je termine. Mais, bon je le dirai une autre fois. Parce que c'est une histoire entre Michel Chassan et moi. On avait essayé, enfin Gilles Joannet qui m'avait précédé avait signé un avenant avec MG France qui empiétait sur les compétences du Conseil de l'Ordre. Le Conseil de l'Ordre a voulu le contester et suite à ça, je suis allé voir le président du Conseil de l'Ordre et on a passé un accord tripartite. J'y reviens quand même parce que je vais conclure un peu là-dessus. On a passé un accord tripartite que, Michel, tu as qualifié de service des gardes obligatoire, alors que le service des gardes était... je me souviens des coups de fil qu'on a eu à ce moment-là. Je regrette, alors bon, finalement, ça s'est terminé par le fait que Jean-François Mattei a remis en cause l'obligation qui était l'obligation déontologique qui ne datait pas de cet accord. Je regarde cette histoire, mais on a substitué la permanence des soins. Et je pense que là, il y a vraiment, enfin, le ministre l'a dit, je ne vais pas le dire davantage, je crois qu'il faut vraiment que vous atteliez. Alors, je souhaite bonne chance au SAS, parce que pour l'avoir vécu comme directeur général d'ARS, c'est vrai que cette question devient extrêmement lourde, alors pas au-delà de minuit, c'est sûr, mais devient extrêmement lourde, et y compris en journée. Alors, juste un mot pour vous dire, et pour conclure, c'est un peu un monstre juridique, c'est ce que disent les juristes des conventions médicales. C'est un peu la carpe et le lapin, disent d'autres juristes. Pourquoi ? Parce que c'est à la fois du contractuel et du réglementaire. Alors ça a toutes les apparences d'un contrat. C'est un contrat qui encadre le contrat entre le médecin et son patient, et c'est bien que ça soit ainsi. C'est pour ça aussi que c'est négocié par des syndicats représentatifs. Et ça s'impose à tout le monde. C'était négocié autrefois par 3 caisses, maintenant c'est l'UNCAM. Ça s'inscrit dans un cadre interprofessionnel qu'on pourrait développer davantage, je ne vais pas développer. Mais c'est en même temps un texte réglementaire qui est approuvé par arrêté ministériel, qui fait l'objet de sanctions administratives. Les partenaires conventionnels, à travers ça, ont un pouvoir réglementaire subsidiaire de la loi, du règlement et même de la Constitution. Cette convention respecte, et ça répond à l'intitulé de votre colloque, les principes de la médecine libérale, ils sont dans le Code de la sécurité sociale. Mais, à part le secret professionnel, ils n'ont pas de valeur constitutionnelle. Ce qui a une valeur constitutionnelle, c'est le droit à la santé. C'est le préambule de la Constitution de 1946. Et je crois que de ce point de vue-là, je crois qu'il y a un vrai sujet qu'on n'a pas réussi à régler avec les ARS, qui est le dialogue entre l'État et l'assurance maladie d'un côté, et l'assurance maladie et les médecins de l'autre. C'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, on pourrait passer à une discussion tripartite. Moi, je rêvais d'ARS plus proches de l'assurance maladie, qui sont en fait devenues des administrations déconcentrées, ce qui est loin du projet initial. J'ai même proposé à Roselyne Bachelot de créer une agence nationale de santé. Elle m'a dit après qu'elle regrettait de ne pas l'avoir fait, qui puisse cumuler à la fois les fonctions de régulation de la dépense et d'organisation du système de soins, parce que les deux sont liés. Ça définit une sorte d'ordre public sanitaire, c'est bien, c'est un droit négocié qui valorise le rôle des corps intermédiaires que vous êtes. Ça évite de nationaliser la médecine, je l'ai déjà dit. Mais cela suppose que, si vous me permettez ce conseil amical, vous ne soyez pas uniquement dans la défense de vos intérêts catégoriels. C'est le rôle d'une organisation syndicale dans la défense des intérêts catégoriels. Mais que vous intégriez l'intérêt général. C'est difficile, mais c'est important. Et si j'ai un message à vous passer, c'est que cette université d'été et puis vos travaux vous permettent d'intégrer davantage la notion d'intérêt général, parce que c'est sur ce sujet-là que vous êtes attendu. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Lenoir. Franck de Vulder m'a demandé de vous remercier, puisqu'il n'est pas là maintenant, pour ce morceau d'histoire, d'autant plus important, et je le salue parce que j'ai moi-même fait à La Réunion un exposé sur la Convention, donc je mesure tout le travail que vous avez effectué. Merci beaucoup pour ce Back to the Future qui était vraiment extrêmement intéressant. Merci.